Amis des particules radioactives, bonjour. Il y a déjà pas mal de temps, je vous avais déjà montré un petit compteur Gégère que j'avais trouvé sur Banggood, un portatif qui était assez sympa. Mais en parallèle de ça, j'avais toujours comme projet de me faire, je veux dire, un compteur un petit peu d'alerte permanent. En effet, ce genre de compteur, c'est intéressant, voilà, si ponctuellement, à un moment donné, on veut mesurer une radioactivité. Il est évident que je vais pas passer ma vie à faire ça, même si le risque ici d'avoir de la radioactivité est relativement faible. Je me dis que d'avoir ma propre source, je veux dire, d'information indépendante, ça pourrait être intéressant. Donc l'idée, c'était de faire un capteur qui fonctionnerait en permanence et pour éventuellement déjà enregistrer la radioactivité, on va dire, moyenne, et aussi, et pourquoi pas, faire une alerte si à un moment celle-ci dépasse je veux dire, le taux je veux dire, normal, naturel. Donc j'avais ça dans les cartons depuis très longtemps, et il n'y a pas longtemps sur Banggood, j'ai vu un circuit tout fait qui en plus offrait une sortie pour pouvoir piloter un microcontrôleur, et comme la denrée la plus rare pour moi c'est le temps, je me suis dit bah c'était quand même pour avancer sur mon projet, sans doute plus rapide que d'avoir à faire moi-même le schéma et tout ça. Voilà, c'est toujours pareil, hein, même si on sait faire soi-même, le fait d'acheter tout fait, ça a aussi des avantages. Donc j'ai commandé le bignou et je me suis dit, bah, bien sûr, j'allais vous le présenter. Donc on va le découvrir ensemble et après on analysera son fonctionnement en détail, hein, parce que je pense que ne serait-ce que pour la culture générale, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, c'est parti, voyons ça. Voici donc ce que j'ai reçu de Banggood. Alors, on peut voir que là, ils ont bien soigné l'emballage. Il y a le double carton. Alors, carton numéro 1, dans lequel on a le carton numéro 2, et dans lequel on retrouve ici cette petite cale, et dans cette mousse de protection, le bignou. Donc ça c'est plutôt bien. Et après on retrouve donc deux sachets. Un qui contient un bloc pour une alimentation éventuelle par pile, les différents câbles et cette plaque là. Et le circuit proprement dit, donc dans un sachet antistatique avec en plus même un dessicant anti-humidité. Donc vraiment là, il n'y a rien à dire sur l'emballage. Alors on va ouvrir ce sachet, vu qu'il est scellé hermétiquement à chaud. Allons-y. Voilà, tiens, juste pour le fun, je vais utiliser mon plateau tournant de présentation CP0097, ce qui va nous permettre donc de voir le circuit sous différents angles, comme ça. Donc si on regarde un petit peu plus près, on retrouve donc l'élément principal, là, qui est le tube Geiger. Donc on voit qu'il est exactement, je veux dire, fait de la même façon que sur le schéma de principe. On voit bien ici cette enveloppe en verre. À l'intérieur, l'anode qui est tenue d'un côté par ce bout de plastique, mais on voit bien qu'il n'y a pas de contact, et qui est connecté à cette broche-là. Et on peut voir que le tube, en fait, il est métallisé à l'intérieur, et la métallisation est connectée ici à la cathode. Donc il y a ce support là, je pense que c'est fait, je ne suis pas sûr, mais pour mettre éventuellement d'autres types de tubes. Et on retrouve les circuits intégrés de commandes qui sont montés sur support. Bon, c'est pas des supports tulipes, mais voilà. Sinon, bon, c'est globalement, c'est un circuit, on va dire, de qualité tout à fait acceptable. Il n'y a rien à dire. Voilà, double face, trou métallisé. Là, on peut voir un plan de masse. Alors, c'est livré avec, comme on peut le voir, ces entretoises qui sont ensuite faites pour pouvoir le monter éventuellement donc avec cette plaque. Et on retrouve différents connecteurs. On a ici le connecteur d'alimentation, interrupteur marche-arrêt, différents jumpers là que je vous expliquerai quand on regardera le schéma en détail. On retrouve aussi une sortie casque éventuelle, donc c'est une option, et ça peut être intéressant si on ne veut pas utiliser en fait le son du beeper intégré.
Et on peut aussi, comme je l'ai dit, pouvoir le connecter sur n'importe quel système logique. Hein. A priori, il donne un exemple avec un Arduino, via ce connecteur, qui permet ensuite d'exploiter le résultat des détections pour faire des mesures, des alarmes ou tout ce qu'on veut. Voilà, alors on va le monter puis voilà, donc comme on peut le voir, c'est livré avec un câble d'alimentation USB vers jack, mais voilà, il y a une deuxième prise pour le brancher sur un fil. Bon, moi je vais pas utiliser pour l'instant la plaque finalement qu'ils ont donnée, parce que voilà, c'est fait pour éventuellement y monter cet adaptateur de pile et tout, mais bon, moi je vais le faire dans un montage un petit peu différent. Alors on va pouvoir l'essayer, allons-y. Je mets en route l'interrupteur. Et voilà, comme on peut le voir, on voit la LED ici qui clignote et on entend distinctement le bruit. Alors, les tics qu'on entend ici, on va dire, c'est la radioactivité, on va dire, naturelle, hein, qui existe quasiment partout et qui est, comme on voit, très faible. Ouais, il y a une petite particule de temps en temps qui passe. J'avais acheté sur eBay un minerai qui est naturellement radioactif, hein, qui donne à peu près, en théorie, dans les 41 microsieverts. Alors, j'avais fait cette boîte ici, complètement, voilà, c'est de la taubernite, hein, et j'avais fait cette boîte en plomb, de façon à le garder et qu'il n'émette pas de radiation. Alors on va faire l'essai, on va prendre l'échantillon et le mettre près du tube. Alors c'est parti. Voilà, là on voit qu'il n'y a pas photo, et plus je le rapproche, voilà, là ça, ça détecte vraiment. Et voilà. Alors on voit que c'est vraiment très proportionnel à la distance de l'échantillon. Enfin voilà, donc là, il n'y a aucun doute, hein, le système fonctionne très bien. Alors c'est sûr que si on l'entend comme ça, sans justement d'avoir un échantillon vraiment à côté, il est peut-être temps de s'inquiéter. Donc voilà, je vais remettre ça dans cette petite boîte de plomb. Donc on voit que ce détecteur, je veux dire, out of the box, fonctionne parfaitement. La qualité est tout à fait, on va dire, acceptable. Et ce que je vous propose maintenant, c'est on va regarder un petit peu le schéma et les documents qui sont livrés avec, de façon à analyser ce Avant d'examiner en détail le schéma de cet appareil, je propose de faire un petit rappel rapide sur le fonctionnement des tubes Geiger-Müller. Le principe est relativement simple. On prend un tube dans lequel on va mettre ici un conducteur, hein, on va appeler l'anode, et un autre, hein, ou qui parfois est la paroi du tube métallisé qu'on va appeler la cathode. Et dans ce tube dire fermé, on va mettre un gaz faible pression, hélium-néon, enfin de gaz qui va bien, on va dire. Et on va appliquer entre cette anode et une cathode une tension assez élevée, par exemple ici 500 volts. Qu'est-ce qui se passe si à un moment donné il y a une particule énergétique qui rentre dans ce gaz? Cette particule elle va ioniser le gaz et dans la mesure où il y a cette différence de potentiel, on va dire, ça va entraîner un effet d'avalanche qui fait que très rapidement il va passer un courant entre l'anode et la cathode. Et ceci en fait dure un temps relativement très court. En fait, une fois que le tube, je veux dire, est déchargé, il revient dans son état initial. Alors bien sûr, comme ça fait, on va dire, quelque part un court-circuit, généralement, le tube il est attaqué avec une impédance élevée. On voit ici cette résistance de 10 mégahms. Voilà, au moment où la particule va rentrer ici, hein, faut le voir comme ça déclenche une sorte de court-circuit quelque part entre l'anode et la cathode. Et en mettant ici aussi une petite résistance, hein, on voit que le courant de décharge qui passe là dans cette résistance-là, induit une tension aux bornes et ça donne une impulsion. C'est des impulsions qui sont très courtes et en gros qui correspondent à la détection, on veut dire, d'une particule. On peut dire, hein, pareil pour simplifier, plus il y a de la radioactivité, plus il y a des particules et donc plus le phénomène va se reproduire et donc plus on aura ici d'impulsions. Et connaissant les caractéristiques du tube, en mesurant le nombre d'impulsions par unité de temps, on peut en déduire la radioactivité. Alors, il faut savoir que il y a une sorte de temps de récupération. C'est-à-dire une fois que la particule a provoqué cette avalanche, il y a un temps qui dépend des tubes, hein, mais qui est généralement de l'ordre de quelques centaines de microsecondes. On peut dire que le tube se recharge et pendant lequel il ne peut pas être actif à nouveau. C'est pour ça que ces tubes, il arrive un moment d'un niveau de radiation où ils sont au max.
et je veux dire, ils peuvent pas détecter plus. C'est donné dans les caractéristiques du tube. Alors c'est évident que selon le type de radiation, la sensibilité, enfin, il y a pas mal de paramètres qui jouent. C'est comme tout, il y a des tubes pas chers, il y en a qui sont beaucoup plus onéreux, calibrés et ainsi de suite. Enfin voilà donc pour le principe. D'ailleurs c'est intéressant, c'est comme on peut le voir avec les documents donnés avec le tube, eh ben, il donne les caractéristiques du tube livré avec, là, le M4011. Et bon, bah, je vous laisse lire, hein. J'ai mis en commentaire le lien pour télécharger tous ces documents. Mais voilà, on voit ici, en gros, le datasheet du tube, qui nous explique la range de température, quel type de rayonnement il détecte. Hein. On voit que c'est des bêta et gamma, les tensions recommandées, le courant, et ainsi de suite. Hein. Bon, on va pas rentrer ici dans le détail. Alors ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il donne, je veux dire, la formule qui va permettre de justement convertir le nombre d'impulsions par minute dans une unité standardisée pour mesurer la radioactivité de microsievert par R. Donc voilà, il le donne ici pour ce tube, ce qui fait que si en effet on branche sur un Arduino, et justement il donne aussi dans la doc un exemple et ils expliquent comment on peut assez facilement le brancher sur un Arduino. Donc une fois qu'on a cette information dans l'Arduino, bon, on peut en faire ce qu'on veut, l'afficher comme on veut, envoyer des alarmes, des SMS, après tout ce qu'on veut en fonction de l'utilisation. Penchons-nous sur le détail du schéma de ce kit qui est fourni avec, ce qui est plutôt intéressant. Donc on voit que ce schéma est décomposé en plusieurs parties. On va démarrer par IC1 ici, qui est le générateur qui permet de fabriquer la haute tension. Donc c'est basé sur un très classique NE555, monté en multivibrateur à sable, et on voit que la sortie ici pilote le transistor Q2 là, et qui, de façon très classique dans les convertisseurs step-up, court-circuite L3 de façon à emmagasiner du courant dedans. Au moment où il se coupe, comme toute self, ça fait une surtension à cet endroit-là qui, on va le voir, va être utilisé pour faire la haute tension. Alors, ils ont fait quelque chose qui est, moi je trouve un petit peu bizarre, mais pourquoi pas, c'est que généralement, il faut pour piloter ces tubes une tension stable et qu'on puisse éventuellement régler. Alors, généralement, ce qu'on fait avec ce genre de circuit, c'est que on prend ce qu'on appelle une rétroaction, c'est-à-dire qu'on mesure la tension de sortie, on la compare à une référence, un truc très classique, de façon à réguler l'alimentation. Ici, ils ont fait un choix qui est un petit peu différent, c'est que en gros, ils font le réglage de la tension et sa stabilisation quelque part en mesurant le courant. En gros, qu'est-ce qui se passe On voit que au moment où l'impulsion arrive ici sur Q2, donc le transistor là, il se sature, donc il y a un courant qui passe comme ça à travers la self et la résistance, le potentiomètre ici R100, et donc je rappelle, une self ça s'oppose au passage du courant, donc le courant va avoir tendance à augmenter, et donc la tension ici va augmenter de façon proportionnelle, et quand cette tension va atteindre à peu près 0,6 volts, le transistor ici Q1 va commencer à conduire, et il va appliquer un reset sur la branche 4 du 555, ce qui en gros va couper l'impulsion. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche, et ce qui permet en réglant R100 en fait, de régler on va dire le courant maximum dans la self, et comme la tension après au moment où le Q2 coupe est proportionnelle on va dire quelque part au courant max qui était dans la self, ça permet bien de régler la tension. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est pas réellement une régulation dans le sens où ça règle le courant. Maintenant, si la tension fluctue beaucoup, il n'y a pas de feedback de ça. Bon, maintenant, c'est vrai que les tubes, comme on l'a vu, à part au moment de l'impulsion, ils consomment très peu de courant, donc on va dire que la tension, elle a relativement peu de chances de fluctuer. Mais enfin bon, je vais dire que c'est quand même un design qui est pas optimum pour ça. Moi, j'aurais préféré quand même que en fait le feedback ici se fasse aussi sur la tension. Enfin bref, après tout, c'est fait comme ça. Donc le point ici, à la fin de chaque impulsion, on va dire au moment où le courant, je veux dire, se coupe dans Q2, on va avoir cette surtension, cette fameuse surtension qu'on justement on élimine par les fameuses diodes de roue libre qu'on commande un relais. Ici, cette surtension, on va l'utiliser pour arriver sur ce montage-là, qui est un multiplicateur de tension, et qui va donner ici justement la haute tension dont on a besoin. Donc cette haute tension, après, elle est filtrée, elle arrive ici, elle est filtrée par C20, là, le 10 nano, 1000 volts. Et là, on retrouve le schéma de principe du tube via cette résistance de 10 mégohms.
et ben on arrive ici donc sur la note du tube. En même temps, ils ont prévu ce J4 là et ce test point, on va y revenir, pour justement pouvoir facilement régler la tension, ce qui quelque part est le seul réglage de calibration de cet appareil. Alors voici pour la partie, on va dire, alimentation du tube. Alors après, ben, on retrouve bien le schéma de principe et on va ici trouver la partie détection. Donc quand il y a une particule ionisante qui va donc faire cette décharge du tube, le courant va passer entre l'anode ici et la cathode. Et ben, on le voit arriver sur ce diviseur de tension et donc saturer le transistor Q3 ici, et donc, comme on peut le voir, donner là une impulsion de 5 volts à 0. Hein. Comme je l'ai dit, au repos, le tube ici, il est isolant. Donc la base, là, bah, elle est pas alimentée. Donc la tension sur le collecteur, bah, comme il n'y a pas de courant qui passe dans Q3, elle est quasiment à 5 volts. Et quand il y a une particule qui arrive, on va dire le transistor ici se sature, et il va donner cette impulsion négative. Donc cette impulsion négative, on peut l'utiliser ici int justement pour, si on veut l'utiliser de façon digitale par un Arduino ou n'importe quel système. Donc, en gros, on va avoir cette impulsion négative, mais pour rendre le détecteur autonome, derrière, ça attaque ce NE555 là, qui est monté en monostable pour donner une indication sonore avec le speaker ici, et une indication lumineuse avec la LED. Alors pourquoi ils ont mis ce 555 en monostable? C'est parce que, comme j'ai dit, l'impulsion, elle est très 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 courte, et non seulement on ne l'entendrait pas, ou très peu, et c'est pareil, on la verrait pas. Donc là, grâce à ce monostable, l'impulsion, je veux dire, elle est artificiellement élargie, ce qui permet donc de la rendre plus audible et visible. Donc grâce à ce jumper-là, on peut mettre ou pas en fonction le haut-parleur. On peut aussi, si on veut, utiliser en gros une sortie casque. Hein, on voit que là, il y a un adaptateur d'impédance. La tension, elle est un petit peu diminuée avec ce pont diviseur, mais l'ampli up, là, donc, monté comme on peut le voir en suiveur de tension, bah, donne assez de courant, je veux dire, pour piloter un casque. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas mis cet ampli, l'impédance du casque est trop faible et, je veux dire, ça s'écroulerait complètement le signal là. Alors bien sûr, ensuite, on va retrouver ici donc justement la sortie IN qui sort sur ce connecteur là pour être utilisé par un Arduino. Là, l'alimentation, la prise d'alimentation, l'interrupteur, et puis là, une bête LED qui monte la tension. Alors les alimentations, on voit, sont bien sûr découplées à certains endroits. On voit ici par des condensateurs, et je dirais même pour la partie ici oscillateur, à la mesure où en même temps il va y avoir des courants relativement forts, il y a ici ce filtre ampli avec cette self qui évite de trop polluer l'alimentation. Voilà, on arrive quasiment au bout du schéma, et il reste alors justement toute cette chaîne de diviseurs qui permet de mesurer la tension avec un multimètre. Donc toutes ces résistances de 10 mégohms en série font que si on met ici un multimètre, on va pouvoir mesurer la tension de sortie et l'ajuster grâce à R100. Il donne d'ailleurs aussi justement la procédure de calibration, où voilà, il faut pas mettre le tube, il faut mettre le R100 à peu près au milieu. Et en gros, comme je l'ai dit, avec un multimètre, on mesure. Alors bien sûr, vu que c'est un point diviseur, ils disent que tout dépend du multimètre. Si on utilise un multimètre avec 10 mégohms d'impédance d'entrée, il faut mesurer 57 volts. Si c'est 1 mégohm, c'est 5. Enfin, en gros, voilà, ils donnent même la formule. En gros, selon l'impédance d'entrée du voltmètre, il faut appliquer cette formule pour avoir la rétention. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Bon, moi juste comme ça pour info, c'est vrai qu'en ce moment, je suis toujours un petit peu dans mes rangements, mais on va dire voilà, je m'en sors un peu quand même. J'espère terminer ce week-end, ce qui va me permettre de reprendre le cours, on va dire, normal de mes émissions. Voilà, tiens Maurice, ça va Maurice? Tu vois Maurice, je pense à toi. L'autre soir, j'ai regardé le ciel, j'ai vu une étoile filante et j'ai fait un vœu. Quel vœu? Je me suis dit, tiens, je veux que Maurice soit intelligent. Ce qui s'est passé, l'étoile a fait demi-tour. Enfin bon, on y arrivera peut-être quand même un jour. Que le grand Proténus, dieu des quarks, vous protège de la radioactivité, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.